force de relire son sommaire, de voir toutes ces photos de gamines anorexiques habillées comme des actrices de films X, une seule envie montait tout au fond d'elle, leur ressembler. Quelques instants encore, juste être encore un peu comme elle. Alors, Cédric, la dictature de l'image, de la beauté, du corps, de la jeunesse éternelle, toute cette frénésie dans notre société qui en fait ne présente quasi plus dans ces magazines de mode que des fictions. Oui. Non mais que répondre à ça. Non oui, c'est une des choses qu'on retrouve dans le livre et dans tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, parce que je pense qu'un auteur est aussi, sans vouloir être un donneur de leçons ou avoir des messages vraiment importants, puisqu'on reste toujours dans le divertissement quand même, mais pour que le divertissement fonctionne, il faut qu'il fasse écho à des choses qu'on vit au quotidien, et c'est ce que j'essaye de faire. Et ça, ce sont des thématiques qui me touchent, qui me font réfléchir. Donc que je mets systématiquement, mais voilà, c'est pas au cœur non plus, c'est pas le propos du livre, mais il y a toujours ça. Il y a un peu c'est difficile d'en dire plus. Desiderio, c'est vous? Alors absolument pas et totalement, parce que tous les personnages sont moi, enfin, ils sont sortis de moi, donc ce sont des petits bouts plus profonds de ce que je peux être, de ce que je peux rêver, craindre, de ce que je peux m'imaginer, des questions qui peuvent me travailler ou tourner en boucle aussi. La preuve, hein, c'est toujours les mêmes thèmes qui reviennent. Donc ils sont à la fois entièrement moi et à la fois absolument pas moi, ce sont des personnages. La dictature du look, vous qui avez justement une façon d'être et un look. Sir Cédric, est-ce qu'il n'y a pas aussi un regard, un recul sur ce qui est soi, ce qu'on exprime en s'habillant d'une certaine façon, on dit des choses aux autres, et le regard, y compris critique, qu'on peut avoir sur la façon dont on se situe dans ce qui est cet univers que vous décrivez avec beaucoup d'humour noir? Oui, parce que je pense que l'humour, il est indispensable, hein, et le second degré est indispensable pour survivre dans le monde dans lequel on est plongé, à mes yeux en tout cas. Et non, c'est pas tant que je veux mettre cela en scène précisément par rapport à mon look, mais c'est quelque chose de fait que je vis au quotidien. Je m'habille pas de la manière dont je m'habille pour, comment dire, je le fais parce que j'en ai besoin. Je sais pas pourquoi. Donc c'est aussi pour ça que je creuse ces propres questions avant tout pour moi-même quand j'écris, parce que c'est quand même, l'écriture est quand même un exercice très solitaire et très égoïste finalement. Même si on fait ça pour les autres, au final, c'est quand même l'ego qui va chercher au plus profond de lui-même le meilleur qu'il puisse donner aux autres. Et c'est vrai que en revanche, on en revient au problème parfois des quiproquos qu'il peut y avoir par rapport à certains très rares enseignants qui s'arrêtent à l'apparence, à des a priori, des atavismes qu'on leur a fait rentrer dans le crâne depuis des générations. C'était la chasse aux sorcières avant, c'était voilà, la personne différente. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand j'écris, ce que j'essaie de faire, c'est de pouvoir montrer aux autres que c'est possible, juste d'être soi-même, juste de devenir qui on est, pour citer un philosophe. Mais c'est ça, c'est ce que j'essaye de faire. Mais déjà, avant tout pour moi, effectivement. Mais en revanche, j'insiste là-dessus, mon look, pour le coup, n'est pas politisé ou n'est pas une manière de dire je suis. Enfin, c'est comme ça qu'il faut être. Ou... Ça n'a pas non plus été construit avec votre éditeur pour. Absolument pas, j'ai toujours été comme ça. Non, mais après, c'est juste une culture, c'est juste la personne que je suis. Donc, vous savez que j'ai tendance à l'oublier. Bon, c'est un peu idiot parce que les gens en général ne voient que ça. Mais moi, j'ai tendance à oublier à quoi je ressemble. Mais c'est assez intéressant sur le look. En revanche, ce qui est certain, c'est que cette dictature de la jeunesse, donc, qui fait que le vampire est aussi populaire ces temps-ci d'ailleurs, à mon avis c'est pas anodin, là, les deux, l'ange vampire et la jeunesse éternelle et juvénile, que les médias nous servent depuis une vingtaine d'années. Je pense qu'on peut voir quand même des parallèles assez importants sur l'inconscient collectif et tout ce que ça peut générer aussi en termes d'argent pour tout ce qui est, comment dire, les nip-tuck, les chirurgiens esthétiques et les produits de beauté qui nous transforment en véritable vampire, puisque c'est une des choses que je dis aussi dans le livre, puisque on parle de vampire, on parle de prendre la vie d'espèces inférieures, en l'occurrence donc d'êtres humains pour prolonger la sienne. Mais ces magazines, qu'est-ce qu'ils font? Ils vendent des produits de beauté à tout le monde, et les produits de beauté sont faits avec quoi? Avec des matières animales. Donc je trouve que le vampirisme il est dans nos vies quotidiennes à tous les niveaux. Et oui, on voit bien que derrière la violence qu'on vous reproche parfois dans vos romans, bon, d'abord violence qu'on voit aux actualités en plus, donc on a l'impression qu'il y a un peu d'hypocrisie. Quand c'est au journal de 20h, on sort les pires horreurs en famille et ça pose pas de problème, mais quand c'est dans un livre, ça dérange plus. C'est d'ailleurs très étrange parfois ce rapport
entre la littérature qui dérange et l'actualité qu'on regarde d'un œil blasé, y compris avec les jeunes enfants devant le journal télévisé. C'est quelque chose qui m'a toujours étonné. Dans vos romans et le recueil aussi Dream World qui l'a précédé, justement, il y a cette mise en scène de la violence, mais comme vous le disiez, il y a aussi cette façon de creuser. En tout cas, c'est jamais de la violence pour la violence. C'est pas, je me dis pas, tiens, je vais écrire une scène où le monsieur se fait écraser la tête et ça va être chouette. C'est pas du tout ma démarche, et ça l'a jamais été, ça ne le sera jamais. Quand j'utilise des éléments comme la sexualité, qui est une texture que je travaille beaucoup, et le sang et la violence très esthétisée, c'est toujours comme moteur narratif pour déjà pour faire avancer l'histoire, pour expliquer la psychologie des personnages, et souvent ce sont des scènes clés des histoires, c'est-à-dire qu'il se passe réellement quelque chose dans cette scène de séquestration ou de sexe quand les personnages sont amenés à avoir des relations sexuelles. C'est pas pour les montrer nus comme certains films le font, où il faut qu'à 2/3 du film on voit l'héroïne seins nus sous la douche parce que c'est un contrat. Ça, je trouve ça idiot. On peut couper ces scènes, elles ne changent rien au film. Quand j'écris, notamment dans le recueil Dream World, encore une fois, de nouvelles très romantiques, très exaltées et à la fois très sexuelles, toutes ces scènes sexuelles sont là pour définir la psychologie des personnages, pour montrer ce qui se passe, sont des moteurs narratifs. C'est au cœur de l'intrigue. Si on les enlève, il n'y a plus d'histoire. Puisque ces scènes-là sont ce qui se passe. On en retrouve une qui a été lue justement il y a 2 jours dans la lecture, quand les enfants étaient couchés au Gounia, de 2 fièvres et de sang, où, alors je ne sais pas si on peut faire un spoiler ou pas, mais par rapport à la profileuse Eva, on la voit avoir une relation sexuelle et on voit comment elle gère la chose et comment elle se débarrasse juste après de son amant, voilà, pour se protéger, pour ne pas se laisser, alors qu'elle a besoin de ce contact, mais en même temps, dès que l'acte est fini, elle le fout à la porte de manière assez sèche pour qu'il ne la contredise pas. C'était ce que je voulais montrer sur elle, sur ses propres problèmes, sur sa vie. Il y a une scène comme ça, on comprend qu'elle fait ça très, très souvent, mais je voulais le montrer une fois pour montrer clairement comment ça se passe, comment elle le vit, comment le garçon, le pauvre garçon qui est habitué à l'inverse en général, parce que j'aime bien aussi inverser pour faire réfléchir les gens. C'est aussi intéressant de prendre des situations qu'on a vécues au quotidien et qui sont presque devenues des choses habituelles, que les filles finalement finissent par accepter malheureusement. Et quand on inverse les situations, du coup c'est plus la même chose. Donc ça fait ou sourire ou en tout cas j'espère réfléchir et j'espère qu'on comprend mieux la personnalité de mon héroïne et ses propres problèmes. Avant d'en revenir à 2 fièvres et de sang, parce que c'est quand même le dernier roman, L'Enfant des cimetières, est-ce qu'on peut peut-être en dire un mot, ce premier thriller vraiment qui se situe après donc la réédition de Dream World. On peut dire qu'en gros, L'Enfant des cimetières, c'est votre premier thriller grand public, en tout cas à vocation. C'est mon premier déjà livre un peu ambitieux sur lequel j'ai réellement travaillé. C'est vrai qu'au début, on en revient à mes débuts d'auteur, où j'écrivais parce que voilà, il y avait ce jaillissement, j'avais des choses à exprimer. Même au début, je ne me rendais même pas compte que j'allais réellement être lu. Enfin, j'avais envie de faire partager, mais je ne réalisais pas que j'allais un jour en faire mon métier. Donc j'écrivais, je mettais beaucoup de moi-même. Et est arrivé un jour où donc, je suis rentré chez un grand éditeur qui est le Pré au Clair, mais les termes du contrat étaient très, très clairs. Il fallait que cette fois, comment dire, je me donne un petit peu des coups de pied aux fesses pour aller plus loin, essayer d'aller chercher plus loin dans mes histoires, dans ma narration, m'adresser aussi, et c'est important de le dire, à un plus vaste public, et ce qui paradoxalement a donné lieu à un livre bien meilleur que ce que j'aurais fait si je l'avais écrit juste pour moi. Donc c'est souvent important de le rappeler. Donc là j'ai vraiment travaillé mes personnages, mon intrigue, qu'est-ce que j'avais envie de faire passer. J'ai passé beaucoup de temps sur ce livre et j'ai écrit la fin 3 fois jusqu'à arriver à quelque chose que les 3 fins étaient totalement différentes, mais les premières ne marchaient pas, et jusqu'à arriver à vraiment quelque chose où la boucle littéralement est bouclée, le pli retombe et avoir un livre vraiment fini. Donc pour moi c'était mon premier livre ambitieux donc. Et aussi la première fois que j'essayais ce mélange d'enquête policière et d'éléments surnaturels, auquel j'avais tourné beaucoup les années précédentes, mais j'avais jamais osé, puisque c'est quand même un genre assez ambitieux, j'avais jamais osé me lancer dans cette aventure-là. Mais dans ce livre-là, on retrouve déjà les mêmes thématiques de transformation, de place dans la société. L'enfant des cimetières, c'est l'enfant d'un démon qui a été abandonné, donc qui n'appartient ni au monde des hommes, ni au monde des démons, qui ne sait même pas qui il est, d'où il vient, qui a juste des pouvoirs terrifiants, comme tout ado, et qui fait n'importe quoi en fait. Mais même souvent, dans ce que je fais, les méchants ne sont pas réellement... Je ne crois pas au mal absolu, par exemple. Je crois à un ensemble de choses qui fonctionnent correctement, ça s'appelle l'univers.